Bonjour à tous, on se retrouve en ce début d'année. Je vous souhaite d'ailleurs, j'en profite, une très très belle année pleine de rebonds, de ressorts et de joie face à un marché difficile, mais qui va devenir meilleur cette année, c'est sûr. Donc on va commencer très bien avec Amaury, héros de Attentif et l'ENP. Salut Amaury. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Qui va nous parler, Amaury, de certains investissements que vous pouvez proposer à vos clients et qui nécessitent des emprunts moindres, voire qui peuvent être achetés cash pour ceux qui ont un peu de sous de côté. Et vous allez voir qu'il y a tout un pan de marché où vous allez pouvoir trouver ce genre de petites pépites qu'on va vous détailler avec le LMNP sur le marché résidence-service secondaire. Donc, Amaury, je te laisse la main pour que tu nous présentes tout ça. N'hésitez Ouais, pas à poser des questions d'ailleurs dans l'espace prévu pour. entendu. Merci Mathieu. Écoutez, je vous adresse également tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je te remercie Mathieu, en tout cas voilà, d'organiser ce webinaire et pour nous l'occasion effectivement de proposer ces lots en dessous de 100 000 euros. Je te remercie à toi et à Gripkey. Alors attends, je vais basculer mon affichage. Hop, tac. Voilà. Ok. C'est bon Mathieu? Très bien. Très bon, bon, top. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler essentiellement de la résidence service sous bail commercial et faire un focus sur des lots à moins de 100 000 euros. Bon, ouais, je pense que vous le savez, mais effectivement, la période est un peu compliquée pour tout le monde, surtout en immobilier. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous apporter des produits qui sont facilement finançables, mais également facilement commercialisables, parce que ils ont notamment une rentabilité qui est souvent un peu plus élevée que la norme. Donc voilà, on va rapidement, en fait, dans un premier temps, brosser, revenir un peu sur le mécanisme du bail commercial, du LMNP d'occasion. Et ensuite, on va un petit peu plus concentrer la focale sur ces 5 investissements en dessous de 100 000 euros. Alors, mince. Voilà. Alors, première chose, de quoi parle-t-on? Donc, dans la gamme de produits que le CGP peut présenter à ses clients, il y a beaucoup de supports. Aujourd'hui, vraiment, nous sur lesquels on a notre spécialité, c'est le LMNP d'occasion. Donc, qu'est-ce que le LMNP en résidence service d'occasion? On parle souvent un petit peu, en fait, de manière un peu galvaudée de LMNP, mais parce qu'en fait, le LMNP, c'est juste un statut fiscal. On peut faire du Airbnb en LMNP. On peut faire du bail d'habitation en LMNP. Mais de manière un peu triviale, on parle souvent de LMNP, c'est souvent de la résidence-service. Donc, nous sommes spécialisés en LMNP, donc en résidence-service, de seconde main. Donc, tout ce qui n'est pas, par essence, neuf. Donc, ça concerne les lots qui sont en résidence-service, sous bail commercial, situés partout en France et sur toutes les typologies de résidences. Donc, vous avez l'EHPAD, le senior, la résidence de tourisme, la résidence étudiante, et le dernier qui a vu son modèle un petit peu, en tout cas sur lesquels il y a un peu changement ces dernières années, c'est le modèle de l'affaire, avec un peu un nouveau venu, c'est la résidence sociale, plutôt effectivement avec des thématiques d'hébergement d'urgence. Donc on a certains gestionnaires qui ont donné en gestion leur résidence à disons des sociétés qui font de l'hébergement d'urgence. Voilà. Alors, Pour un point sur les distinguos que tu évoquais sur le LMNP, Amaury, ouais, vous avez du LMNP en résidence service, et c'est de ça dont on parle aujourd'hui, hein, avec un bail commercial. Et vous avez aussi des LMNP en libre, du LMNP où vous meublez l'appartement que vous avez acheté
pour le louer soit en location longue durée, en LMNP libre longue durée, soit en location saisonnière type Airbnb. Cette possibilité de faire des simulations financières de qu'est-ce que ça donnerait d'acheter un immobilier neuf et de le mettre en location meublé, soit en longue durée, soit en saisonnier Airbnb, vous l'avez aussi sur Gridkey. Vous avez les 3 types de LMNP qui sont possibles et qui sont accessibles sur Gridkey. Le LMNP résidence service en neuf ou en seconde main, comme on évoque aujourd'hui, et les 2 autres LMNP libres. Oui, effectivement, en tout cas, ouais, merci pour ces précisions. Le LMNP, en fait, si vous voulez, ça n'est que, on va appeler un statut fiscal, mais en fait, le LMNP, il puise son essence, on va dire même dans le code de 1804, officiellement plutôt dans les textes, plutôt dans les années 50. On est juste sur en fait un statut fiscal qui aujourd'hui est un formidable bouclier en fait face à la taxation des revenus locatifs. Je pense que vous le savez, mais aujourd'hui, les revenus locatifs qui sont déclarés fonciers, donc les revenus de location nue, sont fortement taxés. Vous avez, dans un premier point, vous avez à la fois votre tranche marginale d'imposition, donc voilà, ça peut monter à 40-41 pour certains, et à cela, vous ajoutez les prélèvements sociaux qui ont grimpé à 17,2. Donc, la problématique des revenus locatifs aujourd'hui, c'est la fiscalité. Le LMNP, c'est un formidable bouclier. Pourquoi? Parce que grâce à un simple jeu d'amortissement, on va pouvoir en fait gommer la fiscalité générée par les revenus locatifs sur environ une grosse vingtaine d'années. L'idée, elle est très simple. En fait, on va amortir une partie du bâti, souvent 85%. Ensuite, on va pouvoir amortir le mobilier sur 7 ans, les frais de notaire sur 5 ans. Mais en fait, mettre en face de votre colonne revenu locatif suffisamment de charges et suffisamment d'amortissement pour être tranquille et ne pas avoir d'impôts à payer sur les loyers que vous allez toucher pendant une vingtaine d'années. Alors, c'est un dispositif qui est aujourd'hui très plébiscité. Certains disent effectivement, voilà, est-ce qu'il va être mis en cause ou pas? Bon, il y a notamment un projet, un avant-projet de loi d'avenant à la loi de finances 2024 qui avait été mal écrit à l'automne dernier et qui visait davantage les locations touristiques, voire Airbnb. Donc, rassurez-vous, le LMNP va durer. Rassurez-vous, si il va être toqué, c'est plutôt, je pense, sur le Airbnb. Mais la résidence-service, c'est quand même en fait aussi un bon moyen pour l'État de pallier aux carences des logements en France. Je pense notamment ici au logement étudiant, qui est une vraie problématique. Donc voilà, je ne pense pas que l'État effectivement touche à ce dispositif, parce que derrière, il y a quand même tout un modèle économique qui tient, des emplois. Donc voilà, donc aujourd'hui on est rassuré, il n'y a pas de sujet majeur sur le LMNP, il a encore de belles années devant lui. Voilà. Ensuite, de manière très pragmatique, pour le mettre en œuvre, c'est assez simple. Certaines personnes souhaitent le mettre en place eux-mêmes, calculer l'amortissement, etc. Bon, vous avez aujourd'hui des très bons cabinets d'experts comptables qui sont processés, qui maîtrisent parfaitement leur sujet et qui ont des coûts, je trouve, relativement réduits, qui vous accompagnent à la fois pour l'amortissement de votre client, en tout cas du propriétaire bailleur, mais également le jeu de la TVA pour les lots en résidence service. Et pour un coût qui est relativement modeste, étant donné que le propriétaire peut bénéficier d'une réduction d'impôt des 2 tiers. Voilà. Moi, je recommande souvent un expert comptable. À titre perso, moi, je l'ai, hein, c'est assez simple. Il vous demande juste de glisser dans un petit espace les quittances de loyer et charges de l'année en cours. Et il vous donne un seul élément à mettre dans un feuillet de votre déclaration d'impôt. Donc, c'est vraiment pas compliqué.
Oui, ça c'est important de proposer ça aux clients, un accompagnement par un expert comptable, ça leur permet de faciliter ces déclarations. Sur les simulations financières avec ce système d'amortissement du bien, vous les retrouvez facilement aussi sur GridKey, donc là aussi c'est simple. Alors, rapidement, le LMNP d'occasion, c'est un produit qui est globalement assez récent. Disons que c'est une gamme de produits qui a été construite, en tout cas dans le neuf, au début des années 2000, mais il y a eu un effet, en fait, un vrai effet de volume à partir de 2008 avec le premier Sensi-Bouvard. Donc, en fait, si vous voulez, le marché de l'occasion sur cette gamme de produits, elle est assez récente. Ça nous permet effectivement aujourd'hui, en fait, on touche en fait, vraiment que le début de la revente des lots en résidence-service. Et ça offre en tout cas pour l'acquéreur plusieurs avantages qui sont inhérents au fait qu'on est vraiment bien sur du marché de seconde main. Le premier de ces avantages, c'est l'emplacement. Aujourd'hui, quand on est sur l'ancien, on va pouvoir investir dans des zones déjà établies, dans des agglomérations, donc, disons, intramuros, ça va être du Paris, du Lyon, du Toulouse, du Nantes, intramuros. En fait, on investit là où en fait, on peut investir dans des endroits qui aujourd'hui ne sont plus ouverts en fait à la promotion dans le neuf. Et c'est ça qui est à mon sens intéressant parce que voilà, on s'inscrit déjà dans des milieux qui existent déjà. Cœur de ville, première couronne de grandes agglomérations et sur des fonciers qui sont inexistants aujourd'hui. J'ai pas compris quand tu dis des fonciers inexistants, ça veut dire quoi? En fait, dans l'idée, c'est que aujourd'hui, globalement, dans le neuf, on va s'inscrire, en tout cas, on va investir dans des zones qui sont par essence en fait non construites. Et grâce à l'ancien, en fait, on va pouvoir acheter dans des zones qui sont déjà construites. Enfin, j'essaie de faire un peu la corrélation en fait par rapport au neuf. Vous allez pouvoir investir dans ce genre de produit, dans du Lyon intramuros, alors que ça va être compliqué de le faire dans le neuf, par exemple. Quand je dis foncier inexistant, c'est on va plutôt dire dans des terrains qui sont inexistants parce que par essence, ils sont déjà construits. Ouais. Voilà. Ouais, c'est des endroits où il n'y a plus de foncier accessible. En fait, ils ont été Exactement. Voilà, je peux avoir des lots, par exemple, dans le 12e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, alors je peux me tromper, mais il y a quasiment rien effectivement qui sort dans le neuf, dans le 12e arrondissement de Paris. Voilà, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est la rentabilité forte et immédiate. Alors, deux points là-dessus. Rentabilité forte. Alors, forte, encore une fois, on va pondérer cet élément fort parce que vous me direz, voilà, effectivement, qu'il y a d'autres produits qui sont à rentabilité plus élevée. Pour autant, sur la gamme de résidence-service, l'ancien offre des rentabilités quand même plus élevées que le neuf. Euh, voilà, on est en moyenne, nous, à autour de 4,5% brut sur les lots étudiants, par exemple, et immédiate parce que dès lors que vous réservez le lot, le temps de rédiger le compromis de vente, le temps de laisser au notaire avec nos équipes le soin de régulariser l'acte, on va pouvoir, le propriétaire, en tout cas l'acquéreur, va pouvoir toucher ses loyers environ 4 mois après la signature de la réservation. Donc voilà, c'est une rentabilité qui est quand même relativement immédiate. Le troisième point, il est lié encore une fois aussi au caractère un peu de l'ancien, c'est qu'on a une bonne historicité du lot et de la résidence. Par là, j'entends sur le lot en question, on connaît exactement le montant des charges de copropriété, de taxes foncières notamment, ce qui permet, quand on va faire des simulations financières, d'avoir une idée très claire, très précise bien, des charges, des revenus, parce qu'on va également avoir un montant, le montant quittancé du loyer. Et ensuite, sur la résidence, on va pouvoir connaître sur la résidence elle-même, effectivement, est-ce qu'il y a des éventuels travaux qui sont en cours ou pas? Voilà, un petit peu comment se comporte la résidence. Voilà, en fait, disons, on a du recul. On a cette historicité sur le lot et la résidence.
Ça, c'est un point, alors c'est vraiment important parce que finalement, tu l'as pas encore dit, mais l'exploitant, il vous garantit un loyer. Il vous dit, moi, je vais vous payer tant pour le loyer, que la chambre ou l'appartement soit loué ou pas. Et donc, c'est important pour vous que la promesse que vous fait l'exploitant dans le bail commercial qui signe avec vous lorsque vous achetez le bien, soit tenue. Et pour ça, bah, si vous avez ce recul, vous savez que la résidence, elle est quasiment pleine tout le temps, qu'elle est en bonne santé, bah, ça vous rassure sur le fait qu'il va effectivement vous payer ce qui vous doit comme il l'a promis dans le bail. Donc ça, c'est à la fois c'est un produit qui est structurellement sécurisant puisqu'on vous garantit le loyer avec le marché secondaire, vous avez une réassurance supplémentaire liée au fait qu'il y a un track record déjà sur la résidence. Oui, bien sûr. Et là, je vais venir effectivement dans le prochain slide, mais effectivement, c'est sur la gestion déléguée et les avantages du bail commercial. Un élément aussi qui est intéressant dans l'ancien, on va souvent mettre comme contre-argument de l'ancien les éventuels travaux. Dit ancien, souvent travaux. Pour autant, moi, ce que je dis souvent effectivement à mes clients ou à mes partenaires CGP, on n'est pas sur des résidences, si vous voulez, des années 60 où on chauffait pour l'extérieur. On est sur des résidences qui, la plupart du temps, sont construites après 2008, qui respectent la plupart des normes de construction et sur lesquelles, en fait, il y a très, très, très peu de travaux à venir parce qu'elles sont récentes. Donc voilà, c'est pas, il n'y a pas de sujet de travaux sur ces résidences parce qu'en fait, elles sont relativement récentes. Autre point sur l'historicité du lot, on va également avoir sur certaines résidences la possibilité d'avoir des baux qui sont déjà renouvelés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très simplement que le preneur à bail, donc le gestionnaire, l'exploitant, a déjà fait une première durée de bail commercial sur la résidence. Et à la fin de ce bail, il va décider de proposer un renouvellement au propriétaire et de repartir sur une année, sur une durée de 9, la plupart du temps c'est 9 ans, certains baux atteignent 11 ans et 11 mois. Voilà. Mais ça montre effectivement que le gestionnaire, lui, bah, il tient son fonds de commerce, il a envie de renouveler et il s'inscrit à nouveau sur 9 ans. Le quatrième point, moi, le quatrième point, il me plaît beaucoup, et c'est aussi un peu la raison de ce webinaire, c'est les prix. On a un panier moyen, nous, si vous voulez, chez Attentif et MNP aujourd'hui, on est aux alentours de 80-100 000 euros. Ce qui est un élément intéressant pour l'acquéreur parce que il va pouvoir le financer plus facilement. Ça peut être éventuellement du cash. On a beaucoup d'acquéreurs qui financent cash ou même sur des lignes de prêt, mais assez peu élevées. Donc, on a un financement qui est quand même plus facile. Et deux, ce qui génère aussi une meilleure liquidité. C'est très simple. On a quand même plus d'acquéreurs, en tout cas de futurs acquéreurs, qui ont 80 000 euros à placer que 250 ou 300 000 euros. Et ce qui donne effectivement une très bonne liquidité à terme. Et ça, c'est un point c'était une question de Gaël qui posait la question sur pourquoi un propriétaire d'une résidence-service déciderait de vendre. Je commençais à lui répondre en disant que bah, finalement, c'est juste que c'est un produit liquide. Donc, un produit liquide, vous décidez de le vendre quand vous avez besoin de le vendre, parce que vous avez un nouveau projet, parce que vous avez décidé d'investir dans quelque chose d'autre. Enfin, peu importe la raison, c'est possible. Et ça, c'est très important parce que vous n'êtes pas bloqué quand vous Oui, c'est investissez. ça. Et alors en fait, c'est assez. En fait, aujourd'hui, le taux de liquidité sur ce genre de produit, il est relativement faible en fait par rapport au stock. On est vraiment sur un taux très très faible. Donc en fait, si oui, peu de Le taux, reventes. Excuse-moi, oui. j'ai pas compris. Tu as dit le taux de liquidité, c'est quoi? Oui, le taux de revente, en fait, le nombre de ventes par rapport au stock en fait est présent sur le marché. Euh, En fait, si vous voulez, le nombre de reventes aujourd'hui, il est très faible par rapport au stock, aux lots qui sont en fait qui sont construits en France aujourd'hui. Euh, donc, donc en fait, on a proportionnellement à l'immobilier classique, nous on a peu de reventes par rapport au stock global.
La plupart des temps, en fait, des gens, en fait, si vous voulez, quand ils les ont achetés en amortissement en LMNP, eh bien, l'articulation, elle s'organise autour de 20 ans. Donc, en fait, la plupart du temps, ils vont jusqu'au bout des 20 ans pour puiser pleinement, en fait, l'avantage l'avantage fiscal. Après, vous avez toutes les personnes qui vont vendre parce qu'elles y sont contraints. Ça, c'est les successions, les séparations, les pertes d'emploi. Comme tu l'as dit, effectivement, des personnes qui ont besoin de réarbitrer pour faire d'autres placements. Et enfin, vous avez aussi vous avez tous ceux qui avaient acheté à partir des années 2008 en 106 Bouvard, qui ont terminé leur échéance fiscale dès 9 ans et qui aujourd'hui bah, voilà, se disent soit je passe mon micro BIC, soit effectivement je revends pour réarbitrer. Voilà. Sur la revente, le bail commercial, donc c'est vraiment un outil qui est intéressant parce que ça vous offre en fait une sérénité grâce à la gestion déléguée. C'est ce que disais un peu tout à l'heure Mathieu, mais en fait, ce bail commercial, il va permettre au propriétaire bailleur d'être serein sur son investissement. Moi, j'ai souvent coutume de dire que le bail commercial, c'est souvent pas de carence, pas de vacances, pas de turnover, pas d'impayé. Alors, on pourra en discuter, pas d'impayé, parce que la crise du Covid est passée par là, mais euh, globalement, en fait, si vous voulez, vous avez quand même pas d'impayé par rapport à la location classique sous mandat de gestion. Hein. Voilà, on n'a pas d'impayé, pas tous les frais qui sont annexes, les frais d'entrée, d'état des lieux de sortie, tous les frais de gestion. Donc, en fait, on est sur un produit où la finalité, c'est vraiment d'aller chercher des revenus complémentaires, où le propriétaire bailleur, il a rien à gérer. Il a juste à récupérer trimestriellement ses quittances de loyer et à les ranger dans son petit dossier. Et voilà, il n'est pas embêté en fait par tous les aléas de la gestion classique, les changements de chaudière, de chauffe-eau, etc. Tous les petits tracas en fait de l'immobilier d'habitation qui sont en fait assez pesants. Et aujourd'hui, voilà, c'est pour en tout cas pour l'investisseur qui n'a pas forcément le temps, c'est vraiment, je trouve, en tout cas un élément hyper important que d'avoir cette sérénité grâce au bail commercial. Alors, on va plonger maintenant sur les 5 lots à moins de 100 000 euros. Est-ce que, Ouais, ouais, dis-moi. avant ça, est-ce que je peux te poser un certain nombre de questions qui sont arrivées, s'il te plaît? Alors, une question de Yves qui nous interroge sur ce que c'est qu'une résidence service affaires, parce que en plus, tu as dit qu'elles avaient un peu évolué. Si tu veux lui préciser ça. Oui, alors la résidence à faire, si vous voulez, c'est la résidence hôtelière, para-hôtelière, qui héberge en fait essentiellement du court et moyen séjour. Parmi ces résidences à faire, on va essentiellement trouver les Adagio, les Apart City, on peut prendre City Résidence. Voilà, vous avez même certaines résidences qui sont, enfin, je pense pas une étude. Enfin, voilà, on est vraiment sur du court moyen séjour. Situé plutôt dans des endroits urbanisés, centre-ville, première couronne. Voilà, c'est vraiment la résidence à faire. Une question de Cyril qui s'interroge sur la fiscalité lorsqu'on revend. Est-ce que ça Alors, se fait au prix oui, d'achat? D'ailleurs, ça rejoint une question de Bénédicte qui demande est-ce que le bien prend de la valeur au fur et à mesure? Est-ce qu'on peut le revendre avec une plus-value? oui. Alors, il y a deux sujets. Il y a un, effectivement, la plus-value, et deux, en fait, il y a la fiscalité autour de cette plus-value. La première question sur la plus-value, euh, en tout cas, la finalité de ces produits, c'est générer des revenus complémentaires. Pour autant, euh, dès lors qu'on achète dans l'ancien, votre bien, il va prendre de la valeur en fonction de l'indexation, en fonction de l'augmentation du montant du loyer. Alors, on n'est pas sur un achat-revente sur 5 ans, si vous voulez, mais on va quand même progressivement euh, prendre de la valeur dès lors qu'on l'a acheté dans l'ancien. Euh, et ensuite, la fiscalité autour de la plus-value. Alors,
aujourd'hui, si vous voulez, on est soumis à la fiscalité des personnes privées, personnes physiques, pardon. Donc ça, c'est encore le petit bijou du LMNP, c'est que on est en tout cas pas fiscalisé. En fait, l'idée, c'est que globalement, à l'automne dernier, vous avez un projet de loi, le fameux projet de loi, qui visait en fait à réintégrer les amortissements dans le calcul de l'assiette de la plus-value. Ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on est tranquille là-dessus. On est simplement en fait soumis à l'impôt sur la plus-value sur les classiques, si vous voulez, surtout comme tout bien immobilier. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais, pour répondre un peu plus à Bénédicte sur l'aspect prise de valeur et pour expliquer comment se fait le prix d'une revente, en fait, ce que vous achetez quand vous achetez un LMNP en résidence-service secondaire, c'est un niveau de rentabilité. Donc, ce niveau de rentabilité, c'est ça qui va dicter le prix de la revente. C'est-à-dire que si vous avez des loyers qui sont proposés par l'exploitant à tel niveau et que vous voulez pouvoir intéresser des acheteurs potentiels pour le bien que vous mettez en revente, il faut que vous assuriez un niveau de rentabilité, disons, comme on vous a montré tout à l'heure, autour de 5%. Ça vous dicte quel est le prix que vous pouvez proposer à la revente. Ok, tu as d'autres questions, Mathieu? Ouais, alors attends, je regarde. Est-ce qu'on trouve facilement un acquéreur? Gaël me pose la question. Comment se fait la revente? Alors, je peux commencer à répondre si tu veux bien. Ouais. La revente, elle se fait par des acteurs spécialisés comme Attentif LMNP. C'est-à-dire que les propriétaires de l'MNP ou les conseillers tels que vous qui les avez accompagnés lors d'un précédent achat il y a quelques années, se tournent vers des acteurs qui sont des spécialistes du marché secondaire pour revendre ces biens. Donc, c'est sur ces grandes plateformes que vous allez les trouver. Et Gridkey les regroupe toutes, hein, si vous voulez. Donc, on a évidemment toute l'offre de Attentif LMNP qui est présente sur Gridkey. Mais il y a d'autres acteurs qui existent aussi sur le marché secondaire du LMNP et qui sont des spécialistes de ces reventes. Alors, y a-t-il un exploitant? Fanny, oui, il y a un exploitant, c'est ça, c'est lui qui prend la gestion locative et qui vous garantit le loyer. Alors, je continue. Alors, Jean-Michel nous pose une question. Quels sont les avantages fiscaux pour l'acquéreur? Parlez-nous de l'amortissement du bien, comment ça se formalise sur les revenus de l'acquéreur. Alors, on a un peu décrit, mais si tu veux peut-être Oui, bien sûr. parce que c'est le point qui est souvent un peu compliqué à comprendre, je dirais, Oui, bien sûr. Alors, en fait, l'idée, c'est que. Attends, voilà, c'est ça. Alors, la plupart du temps, effectivement, c'est le comptable qui gère, mais on peut essayer de plonger dans le mécanisme. L'avantage du LMNP, c'est l'absence, peu ou prou, de taxation des revenus locatifs du bien en question. C'est ça vraiment la finalité. Sur une vingtaine d'années. Comment ça marche? C'est assez simple. En fait, l'idée, c'est que on va pouvoir amortir par composante. C'est-à-dire que le comptable, il va prendre la valeur du bien et il va ensuite, en fonction de la, il va par exemple amortir, il va dire, tiens, moi je vais amortir les poutres, enfin, s'il y a une cage d'ascenseur sur 25 ans, en fait, il va amortir les composantes du bâti sur plusieurs années. Et en fait, en moyenne, l'ensemble de ces composantes, on va l'amortir sur une vingtaine d'années. Donc, pour parler schématiquement, tous les ans, le comptable, il va faire la différence entre, d'un côté, les loyers que va toucher votre acquéreur, et de l'autre côté, les charges qu'il va pouvoir mettre en face. Donc, admettons, il va générer 100 € de loyer. En face, il va pouvoir déduire
le montant de la taxe foncière, le montant des charges de copropriété, le montant des éventuels frais, plus un vingtième de la valeur du bien. Et tous les ans, quand on va faire charge moins, enfin, loyer moins charge, on aura un résultat qui sera soit négatif, soit égal à zéro, qui sera reportable. Voilà, c'est le mécanisme du LMNP. En fait, c'est du réel, sauf qu'on va gonfler la colonne charge avec de l'amortissement. L'amortissement du bâti, l'amortissement du mobilier, l'amortissement des droits d'enregistrement. Super, clair. Je sais pas si c'est plus Euh, clair, mais Ouais, non, ça c'est clair. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions là-dessus. Fanny s'interroge sur la possibilité de reprendre le bien pour y habiter. alors, c'est une fausse bonne idée. En fait, c'est un vrai sujet, hein. On est beaucoup sollicité là-dessus. Euh, Parce qu'en fait, souvent, les lots en résidence-service ou bail commercial dans l'ancien sont moins chers au mètre carré que l'immobilier classique. Et on a beaucoup d'acquéreurs qui disent, bah oui, moi j'aimerais bien faire casser le bail. Mm. Alors, casser le bail, c'est une procédure qui est assez complexe. En fait, déjà, un gestionnaire, donc un preneur à bail, un exploitant, qui va gagner de l'argent sur sa résidence, je vous assure que lui, il va pas vouloir que vous quittiez le lot sous bail commercial. Donc, il va tout faire pour effectivement garder le bien, parce que lui, il a besoin de ses économies d'échelle pour faire tourner son fonds de commerce. Donc, un gestionnaire qui gagne de l'argent, qui a envie de garder sa résidence, en fait, il va pas, enfin, il va pas lâcher le lot, si vous voulez. Dans tous les cas, euh, moi, je dis souvent à mes clients, euh, on est sur des produits, effectivement, dont la finalité, c'est le revenu complémentaire. On peut sécuriser ce bien-là par le fait que, effectivement, la valeur immobilière est en deçà de la valeur immobilière locale. Donc, si demain, mon gestionnaire il s'en va, ben, j'ai toujours un bien que j'ai acheté dans les bonnes conditions. Pour autant, si on veut vraiment sortir du bail, c'est juridiquement possible. Il y a deux conditions. La première, c'est que euh, ça se fait à la fin du bail et votre locataire, donc le gestionnaire, ce que j'appelle locataire, c'est vraiment le gestionnaire, l'exploitant. L'exploitant peut vous réclamer ce qu'on appelle une indemnité d'éviction, qui correspond à 2 à 3 ans, non pas de loyer qu'il va vous verser, mais de chiffre d'affaires qu'il va réaliser sur la résidence, sur le lot, pardon. Donc 3 ans de chiffre d'affaires que lui va réaliser sur l'appartement. C'est souvent le fruit d'une négociation. S'il n'y a pas d'accord, c'est le juge des loyers qui tranche. En fait, c'est simplement, c'est que le droit commercial, il protège celui qui a monté son fonds de commerce. Et en fait, la loi, elle prévoit en fait que on est censé indemniser le gestionnaire qui doit quitter les lieux et on doit l'indemniser à hauteur à ce que enfin, lui, il doit pouvoir recréer son fonds de commerce pas très loin. Donc ça, c'est le premier frein, c'est qu'il y a ce qu'on appelle cette indemnité d'éviction qui correspond à 3 ans de chiffre d'affaires. Très cher. Euh, ça peut monter très cher. Et le second point, alors il y a la TVA, parce qu'effectivement, si ça a été acheté dans le neuf, en fait, il faut rembourser une quote-part de la TVA restant due, parce qu'on sort des services. Et ensuite, après, bah, il y a la mise en pratique, c'est-à-dire que le gestionnaire, il va quand même gérer les autres lots. Donc, bon, après, il faut s'arranger pour les vigiques, etc. C'est pas toujours très simple. Ouais, il faut vraiment pas partir sur ça parce que c'est pas fait pour en fait. Ouais. Si le client il veut faire, il veut récupérer il hésite, il aimerait bien récupérer le bien à terme, il faut poser lui autre chose. Il faut faire du Ouais. LMN. Alors, je fais une petite exception. Certains gestionnaires, dans leurs baux commerciaux, prévoyaient le montant précis de l'indemnité d'éviction. Je pense notamment à Pierre et Vacances, qui l'a fait sur certains lots. Ça peut avoir un peu de sens parce qu'ils ont des emplacements qui sont quand même très bons. Mais là, ils sont en train de revenir dessus. Donc, voilà. Sauf vraiment à ce que ça soit exprimé dans le bail, c'est quand même compliqué. Il y a une question inverse cette fois de Mathieu qui se demande ce qui se passe en cas de départ de l'exploitant cette fois dans une Alors, résidence. ouais, ça, c'est la question que normalement tous vos clients vont me poser. C'est mon bail commercial, il dure 9 ans, la plupart du temps. Euh, Qu'est-ce qui se passe à la fin de ces 9 ans? Alors, vous avez trois hypothèses. La première hypothèse,
c'est le renouvellement. Le preneur à bail, donc l'exploitant, vous envoie au propriétaire bailleur une demande de renouvellement de bail commercial pour une durée qui peut être identique, avec des conditions qui sont différentes ou pas. Mais voilà, on a un renouvellement de bail commercial. Ce renouvellement n'est accepté, n'est appliqué que si et seulement si les deux parties l'ont validé. Ça, c'est important parce que souvent, on a coutume de dire que mon exploitant, il peut décider du montant du loyer, etc. Non, non. L'exploitant, le nouveau bail ne s'applique que si les deux parties sont d'accord. Donc ça, c'est le renouvellement. La deuxième hypothèse, c'est ce qu'on appelle la tacite prolongation, L145-9 du Code de commerce. C'est-à-dire que le bail est arrivé à échéance, le gestionnaire n'a pas fait de demande de renouvellement, pour autant, lui, il est bien dans son fonds de commerce, il a envie d'y rester. Et à ce moment-là, en fait, il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire que il ne se passe rien, et chacune des parties peut mettre fin au bail avec un préavis de 6 mois. Vous avez aujourd'hui énormément de baux qui sont en tacite prolongation, parce que pour beaucoup d'exploitants, c'est une situation qui leur plaît beaucoup. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc voilà, ça offre moins de garanties pour le propriétaire, parce qu'il y a moins cette vision sur le vent, mais ça ne veut pas dire que le gestionnaire veut s'en aller. Et le troisième cas, c'est la question, c'est le départ du gestionnaire. C'est à la fin du bail, même pendant le bail, mon gestionnaire décide de quitter la résidence ou de ne pas renouveler le bail. À ce moment-là, deux hypothèses. Soit vous avez, dans la plupart des cas, c'est ça, un nouveau gestionnaire qui décide de reprendre la résidence, de reprendre le bail commercial et de contracter un nouveau bail avec les propriétaires. Soit les propriétaires décident de reprendre l'exploitation de leur lot et après d'en faire ce qu'ils veulent. Voilà, donc ça dépend vraiment, après c'est vraiment du cas par cas. Dans le cas d'une reprise de l'exploitation, en tout cas si jamais le propriétaire bailleur décide de ne plus avoir d'exploitant et de récupérer l'appartement pour lui, il devra rembourser la quote-part de TVA initialement perçue si ça avait été acheté dans le neuf. Juste pour préciser cette histoire de TVA, parce qu'on l'a évoqué de manière un peu indirecte jusqu'ici, ouais. En fait, quand vous achetez une résidence-service neuve, elle est, comme tous les biens neufs, soumise à TVA, 20%. Vous payez 20% de TVA sur les biens neufs lorsque vous faites un achat d'un logement neuf. Or, le LMNP en résidence-service dans le neuf a ceci de sympathique, c'est que l'État vous rembourse ces 20%. Il vous rembourse la TVA. Avec une contrepartie, c'est que le bien bénéficie d'une continuité d'exploitation pendant 20 ans. Et donc, vous pouvez le revendre avant 20 ans. Par contre, votre acheteur, il doit continuer à rester dans le même système de résidence-service sous gestion. Voilà, c'est ça qui est avec le bail commercial en cours. Voilà. Et donc, si jamais vous sortez du système de résidence-service, parce que l'exploitant fait défaut et qu'en plus, il n'y a pas un nouvel exploitant qui est nommé, et que vous reprenez votre bien pour en faire ce que vous voulez, ben là, vous sortez du système. Et si vous avez au départ acheté un bien immobilier neuf, et que donc vous avez eu au départ ce remboursement de TVA, vous aurez à rembourser la quote-part de TVA qui reste sur la durée par rapport aux 20 ans, qui reste par rapport aux 20 ans. On va peut-être continuer sur ta présentation et il y aura d'autres questions, je pense que je oui. Voilà. Alors rapidement, Attentif LMNP, c'est une société du groupe Attentif IMO. Aujourd'hui, nous, on est un acteur qui est essentiellement dédié au service des propriétaires bailleurs. Donc, avec notamment une marque de résidence étudiante qui s'appelle Locora, qui est un site en exploitation, de la gestion locative et de l'investissement locatif clé en main. Voilà, on a été créé en 2015. Attentif LMNP, c'est près de 1000 estimations par an. J'ai à près de 150 lots, là on était à 100, mais 150 lots toujours disponibles à la vente, 9 personnes dans l'équipe. Voilà, et en fait, l'avantage, nous, effectivement, d'avoir recours à un spécialiste de la revente, c'est que aujourd'hui on compte à peu près, voilà, il y a à peu près
5000 résidences-services en France. Nous, à force de les travailler, on commence à avoir une bonne idée pas de toutes, hein, parce que enfin, voilà, on est loin d'avoir tout étudié, mais voilà, globalement, on travaille régulièrement sur les mêmes résidences, donc voilà, on a une bonne idée de chacun des lots. Alors, donc pour entrer dans le vif du sujet, les investissements en dessous de 100 000 euros. Alors, j'ai organisé la sélection en deux parties. Une partie plutôt étudiant avec des rentabilités un peu moins élevées, mais voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce qu'on peut faire en étudiant. Et ensuite, je vais présenter des lots plutôt en résidence à faire, où là, on a des rentabilités quand même plus boostées. Alors, première résidence, on est sur un appartement alors, qui est géré par Attentif, en tout cas par un Locora, filiale de groupe Attentifimo, pardon. On est sur un T1 qui est à Villeurbanne, bail jusqu'en 2029, toute première couronne de Lyon. On est sur une résidence qui est récente, c'est qu'elle a été construite en 2018, pardon, 2015. Voilà, nombre d'appartements 119, taux d'occupation on est à 100%. On est vraiment situé, on est collé à Lyon. Voilà, donc pas de problème d'occupation, mais en règle générale, aujourd'hui, les résidences étudiantes sont quand même très bien occupées. C'est pas un sujet. Voilà, on a fait une petite synthèse des derniers PV d'AG. Ça, c'est l'avantage effectivement d'avoir un acteur qui voilà, puisse regarder un peu ce qui se passe sur les dernières AG. Éventuellement, il y a des petits travaux ou pas. Donc sur cette résidence-là, il n'y a pas de sujet. Le long, le question, on est sur un T1, 20,50 mètres carrés, 92 878 euros. Rentabilité un peu faible, mais voilà, je voulais vous la montrer pour vous dire voilà, ce qu'on pouvait vraiment faire sur l'ensemble de la sélection. On est sur du 4-10, on est sur une fin de bail en 2029, et sujet important, je pense, en ce moment pour vos clients, on est sur un DPE en C. Les charges de copro, 187 euros par an, donc relativement bien maîtrisé. Taxe foncière, 300 euros. Alors, petite précision, la rentabilité qui est affichée sur les lots, elle est toujours exprimée en brut, à savoir montant du loyer annuel hors taxe divisé par le prix du bien. On peut l'affiner notamment en enlevant du loyer, pardon, en minorant le montant du loyer des charges de copropriété annuelles et des taxes foncières. Subtilité, globalement sur les résidences-services, comme vous avez en moyenne les 100-150 lots par résidence, les charges de copropriété sont assez faibles par rapport à l'immobilier classique. Et quand vous avez éventuellement des travaux, ils sont vraiment dilués parce que vous avez beaucoup de copropriétaires. Donc la quote-part indivise du propriétaire qui est afférent en fait aux travaux est relativement faible. Les prix qui sont affichés sont enfin, vous avez sur certains lots éventuellement la possibilité de négocier avec le propriétaire bailleur. C'est un peu la magie de l'ancien, mais voilà, en fonction de certains lots, on peut négocier le prix et du coup aller récupérer un peu plus de rentabilité. Ça dépend vraiment de chaque lot et de chaque propriétaire. Donc là, on est sur des étudiants en première couronne de Lyon, enfin résidence récente. Là, on est sur une résidence qui est à Massy. Massy, c'est la première couronne de Paris, première ou deuxième couronne. On est sur un lot 87 835 euros. Le gestionnaire, c'est Studently. Studently, c'est une filiale du groupe LP. Je voulais sélectionner parce que c'est une résidence qui est située juste à côté du plateau de Saclay, où on a concentré une grande partie des universités aujourd'hui en région parisienne. Le plateau de Saclay, c'est quand même 40 000 étudiants. Et la ville de Saclay, elle est quasiment collée à Massy, à Palaiseau. La résidence elle date de 2013, pardon. Sur les PV d'AG, il n'y a pas grand-chose à dire. Et sur le lot en question, je l'ai sélectionné parce qu'il a fait l'objet d'un nouveau bail commercial, c'est-à-dire d'un bail qui a été renouvelé.
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le gestionnaire a proposé un nouveau bail au propriétaire, le propriétaire a accepté, et là, on repart sur un nouveau bail d'une durée de 9 ans, donc il se termine en 2031. On est sur un T1, rentabilité 4,30, DPE, on est en D, ce qui est pas, enfin, c'est pas top, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas catastrophique, loin de là. Taxe foncière 173 € par an, charge de copropriété 300 € par an. Le troisième lot en étudiant, il est géré par Global Exploitation. C'est une résidence étudiante encore, qui est au cœur de Rouen. On est sur un prix à quasiment 80 000 €. Idem dans ce cas-là, le bail a été renouvelé et au moment de ce renouvellement, le gestionnaire a demandé au propriétaire de renouveler le montant du mobilier. Donc le mobilier a été renouvelé en 2022. Parfois, le renouvellement du mobilier peut s'accompagner d'un petit, bon, en tout cas d'une remise au goût du jour des peintures de l'appartement. C'est normal, au bout de 10 ans, un appartement il peut vieillir. Donc voilà, il y a parfois effectivement une petite réflexion en termes de peinture. Voilà, là on a des travaux de rénovation qui ont été faits en 2022 avec renouvellement du mobilier. Le mobilier comme les travaux sont des charges qui sont déductibles, donc récupérables en impôts. Et qui sont à la charge du propriétaire, hein. Exactement. Là, elles ont été acquittées par le propriétaire en 2022. Donc voilà, la résidence date de 2011. Pas de sujet particulier, on est dans Rouen. Voilà, on est voilà, pas de sujet particulier sur la résidence. On est sur un T1 qui est un peu plus grand que les autres, on est quasiment à 23 mètres carrés. Rentabilité un peu plus élevée à 4,4. Des charges qui sont un peu plus élevées parce que souvent en province on a quand même des montants de taxes foncières qui sont un peu plus élevés, mais en charge de copro on reste toujours sur le même niveau, 350 400 € par an. Taxes foncières on est quasiment à 500 €. On est sur un DPE en C. Précision, l'avantage aussi de l'ancien, c'est que vous pouvez obtenir des photos de l'appartement. C'est pas toujours évident, mais quand nous on fait intervenir un diagnostiqueur pour auditer le lot, on lui demande souvent de réaliser des photos de l'appartement. Donc voilà, ça permet aussi à votre client d'avoir les vraies photos de l'appartement. On n'est pas juste sur des photos témoins. C'est un petit plus quand même à la commercialisation. Voilà, ça c'était les 3 lots en résidence étudiante. Je vais enchaîner sur les 2 derniers lots qui sont en résidence affaires, avec un gestionnaire qui est, alors qui a beaucoup de résidences, qui a eu quelques soucis pendant la crise de Covid, mais aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre. C'est Apart City, on est à Perpignan, le bail a été renouvelé, on est sur un ticket à 73 000 €, T1 avec parking, résidence très bien placée, construite en 2008, et on est sur un lot qui va proposer plus de rentabilité. On est quasiment sur du 5,80 brut, avec un bon DPE, un bail renouvelé et des charges de copro comme de taxes foncières qui sont aussi relativement, si vous voulez, réduites. T1, place de parking, 73 000 €, 5,80 de rentabilité. Et le dernier, il est géré par Allsuite, filiale de Pichet, promoteur gestionnaire bordelais. On est en résidence de tourisme. On est à Dunkerque. Alors, on est très bien localisé à Dunkerque. La résidence a un très bon taux d'occupation. Je crois que c'est même la résidence de Allsuite qui est la mieux occupée partout en France. On est sur un lot qui est un T1. C'est bien les photos de l'appartement. Donc, on voit que c'est un appartement, si vous voulez, même s'il y a 9 ans qui se sont passés, le mobilier est quand même en bon état. Il y a, voilà, même les peintures sont bonnes. Enfin, voilà, on a beau être sur de l'ancien, on est quand même sur de l'ancien assez récent, globalement. On est sur un prix quasiment à 73 000 €. Une rentabilité pareil brute quasiment à 6, on est à 5,80. Une indexation à l'ILC de manière triennale, assez classique. DPE, très bon DPE, on est en C. Et là, je vais juste préciser, on a aujourd'hui une tacite prolongation. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, L145-9 du Code de commerce,
à savoir que le bail est arrivé à échéance, le premier bail est arrivé à échéance. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de durée. Chacune des parties peut y mettre fin avec un préavis de 6 mois. Alors, pour autant, je pense que le gestionnaire, si vous voulez, s'il avait dû partir, il l'aurait déjà fait avant. Donc, à ce stade, effectivement, on pourrait éventuellement penser que ça crée de l'incertitude pour le propriétaire, mais moi, personnellement, je ne le pense pas parce qu'on a quand même un appartement qui est bien valorisé. Et éventuellement, ça peut être un élément, un levier de négociation avec l'acquéreur, entre l'acquéreur et le propriétaire, de dire voilà, on a une tacite de prolongation pour éventuellement couvrir un risque. Peut-être que le propriétaire peut-être essayer de négocier un petit peu. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent s'entendre aujourd'hui. La tacite de prolongation, ça ne veut pas dire que le gestionnaire va partir. Loin de là. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. J'ai été un peu plus rapide sur la fin parce que je ne voulais pas rogner sur l'heure, mais je suis à l'écoute de vos questions. Alors, je vais t'en relayer plusieurs. Ouais. Certaines, je vais peut-être y répondre directement, d'autres, je les donnerai. Bénédicte s'interroge sur le coût de la gestion. En fait, la gestion, Bénédicte, c'est un coût interne de l'exploitant. Et ce qu'il vous propose, c'est un loyer. Ce loyer, ça inclut en fait tous ses frais. C'est-à-dire que lui, imaginons, il facture ses locations à 1 000 euros, il vous propose un loyer à 800, bah, ça marche de 200, ça va couvrir tous ses frais. Tu voulais ajouter quelque chose, Amaury, là-dessus? En fait, disons que nous, on a souvent tendance à croire que, enfin, quand on met un bien en location, on peut le mettre en gestion via un mandat de gestion. Et là, à ce moment, il y a des frais de gestion. Le bail commercial, c'est très différent. Votre locataire, c'est pas la personne qui va occuper physiquement le lot. Votre locataire, c'est l'exploitant. En fait, c'est l'avantage du bail commercial, c'est que cette gestion, en fait, elle est déléguée. Ça veut dire que vous n'avez même pas à payer d'agence de frais de gestion euh, pour faire exploiter votre bien. C'est son métier, le locataire. Donc, vous n'avez pas de frais de gestion. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de garantie de loyer impayé. Vous n'avez pas tous les frais en fait qui viennent graviter, ils viennent souvent un petit peu erroner les rentabilités sur de la location classique. C'est l'avantage du bail commercial. C'est qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, vous avez un loyer qui est versé souvent trimestriellement et vous n'avez rien à faire. Une question de Cyril sur le plafonnement des niches fiscales. C'est hors plafonnement. C'est pas concerné par ce plafonnement. Ouais. Alors, question de Jean-Michel sur est-ce que le déficit est reportable sur les revenus fonciers ou les revenus globaux? Alors, il n'est pas reportable sur les revenus globaux. En fait, si vous voulez, il reste toujours du BIC, mais il reste reportable pour une durée maximum de 10 ans dans la catégorie des BIC. Mais vous ne pouvez pas, en fait, si vous voulez, le déduire de votre revenu net imposable. Ce n'est pas possible. Pas comme du revenu foncier, par exemple. Quand il y a une résidence étudiante, par exemple, est-ce que c'est tout l'immeuble qui est en résidence étudiante ou est-ce que ça peut être une partie qui est en résidence service? Alors, la plupart du temps, c'est toute la résidence qui est en étudiant. Après, en fait, en fonction de la rédaction du règlement de copropriété, certaines résidences autorisent à faire en fait, de l'étudiant et ou du court séjour. Donc, typiquement, sur de l'étudiant, ça peut être intéressant, notamment pour le gestionnaire, d'autoriser le court séjour. Je pense par exemple, moi j'ai une résidence étudiante à Avignon, qui est au pied de la fac, mais souvent, voilà, les étudiants, parfois, ils partent un peu plus tôt. Ben, le gestionnaire, lui, il peut compléter aussi avec le Festival d'Avignon. Donc voilà, disons que parfois le gestionnaire ne s'interdit pas de faire du court séjour voilà, pour compléter les périodes de vacances. Mais globalement, elles sont quand même toutes étudiants, la plupart des résidences. Ouais. Fanny s'interroge sur la rentabilité brute pour savoir si elle inclut ou non le système de l'amortissement qu'on a présenté. En fait, non, hein, l'amortissement, c'est un impact fiscal. La rentabilité brute, c'est avant fiscalité. Exact, oui. Alors, une question de Fabrice. Les frais de notaire s'appliquent au prix global ou minoré des valeurs de meubles et des reliquats de TVA? Alors, les frais de notaire, ils vont s'appliquer au prix
qui est minoré du mobilier et le cas échéant des frais acquéreurs, des honoraires acquéreurs, si vous voulez. C'est ça vraiment l'assiette qu'on va prendre en compte, mais pas de la TVA. C'est-à-dire qu'on va faire le prix, en fait, l'assiette de calcul qui va servir de base de calcul aux frais de notaire, c'est le prix moins le mobilier, moins le cas échéant, les honoraires acquéreurs. Alors, alors, une question de Bénédicte qui aurait aimé un comparatif entre résidence senior et résidence étudiante. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Premier point, c'est l'enveloppe. Résidence étudiante, panier moyen, 70 000 euros. Résidence senior, panier moyen, 150, 160. On n'a pas la même liquidité. Deuxième point, c'est l'antériorité. La résidence étudiante, ça existe quasiment, enfin, les premières datent vraiment de 1998. J'en ai une à Paris de 1999. Les résidences seniors sont beaucoup plus récentes. Donc, autant on a un modèle économique de la résidence étudiante qui est très simple, vous avez peu de services, ça reste de l'habitation, on a voilà, une très bonne réversibilité de l'actif, c'est-à-dire que si demain mon gestionnaire s'en va, bah, c'est 4 murs avec une kitchenette et un coin douche. Voilà. La résidence étudiante, c'est un actif sur lequel on a une très bonne réversibilité. Il peut très bien en fait, être exploité sans gestionnaire. La résidence senior, c'est dernière arrivée sur le marché. On a beaucoup moins de recul sur le modèle économique et souvent les prix dans le neuf sont souvent décorrélés par rapport à l'immobilier classique. Et en plus, souvent, les lots sont quand même très dépendants du gestionnaire et des services qui sont proposés dans la résidence. C'est pas que c'est pas des mauvais produits, hein, mais voilà, on est vraiment sur deux produits qui sont assez différents. Les deux aujourd'hui sont quand même les produits qui attirent le plus les investisseurs parce que voilà, toujours problème de logement pour les étudiants, mais aussi pour les seniors. Mais on est quand même sur deux modèles qui sont radicalement différents. Moi, j'ai un coup de cœur quand même sur l'étudiant parce que il est quand même plus proche de l'immobilier classique. Ok. Si Fanny s'interroge sur le fait que s'il y a parfois des services de type gym, salle de gym ou restaurant, dans ces cas-là, est-ce qu'il y a des charges plus élevées? Non, en fait, alors souvent aujourd'hui, toutes les résidences étudiantes, il y a souvent une salle de gym. Tous les services sont à la charge du gestionnaire. D'accord? Voilà, c'est juste que, donc ça c'est très vrai effectivement dans les résidences étudiantes ou seniors, mais il n'y aura pas, si vous voulez, c'est pas la copro qui va prendre en charge les services. D'accord? Ça, c'était l'ancien modèle économique ce qu'on appelait des Hespérides, qui était la première génération de résidences seniors, où en fait les propriétaires bailleurs, en fait, ils payaient également les services. C'est la copropriété qui louait les services. Et ça, c'est des modèles compliqués parce que les charges sont souvent absolument, enfin, c'est très très importantes. Non, non, les services sont bien supportés par le gestionnaire. Voilà, par exemple, je vois bien sur les résidences Locora, j'en ai visité une à Valenciennes l'autre jour, c'est le gestionnaire qui achète le matériel, qui entretient, qui a même rénové les parties communes. Voilà, c'est quand même son fonds de commerce, donc c'est aussi à lui de l'entretenir. Je vous propose qu'on s'arrête là. Il est midi. Merci beaucoup, Amaury. C'était très intéressant. Je vois qu'il y a eu plein de questions. Donc, c'est que ta présentation a captivé. Vous pouvez, je vous redis, hein, vous pouvez retrouver tous ces lots d'attentifs sur GridKey avec des outils de simulation comme on s'en est parlé. N'hésitez pas à nous contacter si vous n'avez pas déjà accès à notre plateforme et vous allez pouvoir trouver voilà, ces lots à moins de 100 000 qui vous ont été présentés. Amaury, merci encore. Merci Mathieu, merci à tous de votre présence. Et je vous souhaite à tous un bon appétit et une bonne journée. À très bientôt. Entendu, au revoir. Au revoir.